Le président Mitterrand est un ami du président Juvénal Habyarimana. Il y a beaucoup de liens entre les deux hommes, du respect, mais aussi de l'amitié. François Mitterrand ne pouvait que apprécier Juvénal Habyarimana. Ça se double aussi d'un lien familial, si je peux dire, puisque les fils de François Mitterrand, le fils de François Mitterrand, Jean-Christophe, qui était son conseiller Afrique, et l'un des fils de Juvénal Habyarimana sont aussi amis. On le sait, dans un certain nombre de témoins que j'ai pu rencontrer, me racontent les fêtes qu'il y avait entre les deux enfants des deux présidents, et à Kigali, et à Paris. À ce lien, je dirais, amical et familial, s'ajoute ensuite un lien politique, économique, mais plutôt diplomatique et militaire. François Mitterrand protège son ami Juvénal Habyarimana. Et à travers lui, la France devient la tutrice, si je peux dire, du président Habyarimana. Donc les liens sont forts. C'est la raison pour laquelle François Mitterrand ne va pas abandonner Habyarimana, malgré toutes les informations dont il va disposer, lui et son entourage, sur la réalité sur la nature du régime, sur la réalité de ce régime, sur son projet génocidaire, qui est clairement énoncé dès la fin de 1990, clairement énoncé devant des responsables français. Si on rentre dans les détails, je pense au général Varey, Jean Varey, qui est le chef de la coopération militaire française. C'est-à-dire que tous les militaires envoyés sur le continent africain sont sous ses ordres, dont ceux qui sont envoyés au Rwanda. Et Jean Varey, à la fin de l'année 90, au début de l'année 91, donc entre le mois de décembre et le mois de janvier, il fait 2 voyages au Rwanda. Au cours de ces voyages, le chef de l'état-major de l'armée rwandaise lui annonce leur volonté d'exterminer les Tutsis. Et c'est la raison pour laquelle il demande un soutien plus appuyé de la France à l'armée et à la gendarmerie rwandaise. Le gouvernement rwandais qu'il soutenait, que la France soutenait, quand je dis la France, on devrait plutôt dire l'exécutif français, l'État français, mais surtout l'exécutif français soutenait. Pourquoi ont-ils poursuivi ce soutien, cette protection? Ceux qui représentent l'exécutif de l'époque disent « mais on le savait ». Et c'est parce qu'on le savait qu'on a voulu intervenir militairement, soutenir ce régime, de manière à pousser ce régime à négocier avec le FPR et arrêter les massacres. C'est ce qu'ils disent aujourd'hui, encore aujourd'hui. Sauf que quand on voit l'histoire, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Quand on discute vraiment avec eux, ils vous disent au bout d'un moment, enfin, ils m'ont dit, mais monsieur Larcher, c'est l'Afrique. Les massacres interethniques, qu'est-ce que vous voulez? Ça fait partie de l'Afrique. C'est ça l'Afrique. Non, c'est vraiment la phrase. C'est ça l'Afrique. Quand ils disent cela, je pense qu'ils sont sincères. Quand je dis sincère, c'est qu'ils le pensent vraiment. Donc on peut penser, si je peux dire, ou c'est l'hypothèse que je formule, que c'est pas racisme, que ce sont des gens, ce sont des hommes, tous des hommes d'ailleurs, qui ont été formés au temps de l'Empire français, qui ont grandi, qui sont nés au temps de ce qu'ils croyaient être la splendeur de la France à travers ses colonies. Et qui donc évidemment, enfants de l'Empire, ont intégré ce racisme ou cette perception de l'autre, du colonisé comme un inférieur, un sauvage qui se bat naturellement, qui justifie notre intervention et notre présence, nous les civiliser, pour les sortir de la sauvagerie. Ils sont nés là-dedans. Et en 1990-94, ils ont ce schéma toujours en tête. C'est très important ce que je suis en train de dire, parce que ça explique, je crois, presque tout. Mon ami Patrick de Saint-Exupéry rapporte cette phrase attribuée à François Mitterrand. Quand on lui dit, mais il y a un génocide. Et il aurait répondu ceci: vous savez, un génocide dans ces pays, ce n'est pas bien grave. Dans le sens, je crois, il veut dire, vous savez, c'est ça l'Afrique. Je pense qu'on touche là à la racine de l'aveuglement, de la dissonance intellectuelle
de cette folie qui a conduit des gens parmi les plus, je dirais, c'était l'élite de la France, du moins l'élite politique et militaire, à ne pas mesurer la réalité d'une préparation d'un génocide. Ils n'ont pas mesuré, je crois. Ou s'ils l'ont mesuré, ils n'ont pas trouvé ça grave. Pas assez grave. La France a été perçue pour un certain nombre, enfin pour les génocidaires, comme un exil, un lieu de refuge. Donc c'est déjà très honteux pour la France. Il y a eu des plaintes qui ont été déposées contre un certain nombre de ces présumés génocidaires ou accusés de complicité, enfin accusés d'avoir participé au génocide. Ces plaintes ont mis très longtemps pour être instruites et pour déboucher sur des procès. Mais on observe quand même que depuis 2015, 2016 et surtout depuis 2019, il y a une accélération des procès en France. Il y a un office, l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, dont la création, je ne l'ai plus tout à fait en tête, mais c'est autour de 2010, entre 2010 et 2014. Il faudrait vérifier, enfin en tout cas au début des années 2010, dont l'objet est justement d'enquêter sur les personnes qui sont soupçonnées ou accusées de complicité de génocide. Dont des Rwandais, pas que des Rwandais, mais dont des Rwandais. Donc ça a accéléré beaucoup les enquêtes et je dirais le processus judiciaire. Mais c'est très en dessous des besoins, de la nécessité. On est très en retard, quasiment 25 ans après. Aujourd'hui encore, il y a eu très peu de procès, même s'il y en a de plus en plus, 30 ans après. Alors ça tient à beaucoup de choses, à une volonté, il n'y avait pas de volonté politique, très clairement, pendant très longtemps. Pas de moyens donnés à la justice pour enquêter sur ces questions-là, parce que pour traduire quelqu'un devant un tribunal pour crime de génocide, il faut apporter des preuves concrètes, matérielles. Alors il y a des témoignages, c'est important, mais c'est le cas par exemple d'Agatha Biarimana, que je travaille beaucoup, sur laquelle j'enquête toujours. Et lorsque je discute avec des juges, ou même ceux qui étaient chargés, les gendarmes chargés d'enquêter sur elle, tous me disent, mais la difficulté c'est que pour la traduire devant les tribunaux en France, on n'a toujours pas trouvé de documents, de preuves écrites qui manifestent sa participation à la préparation, à la planification du génocide et à l'exécution du génocide. Puisque les réunions de la CASU, de cette maisonnée à laquelle elle appartenait, qui tournait autour d'elle, d'extrémistes Hutus qui ont préparé, planifié le génocide. Les discussions étaient orales, il n'y avait pas de secrétaire qui notait tout, il n'y a pas de documents. Du moins, on n'a pas, pour le moment, trouvé de documents qui permettraient de la traduire devant les tribunaux. Pour autant, l'enquête continue. Et là, on a appris il y a peu de temps que le juge d'instruction chargé de cette enquête l'a réouverte. Donc ça veut dire qu'il y a au moins des gens en France qui ne veulent pas lâcher l'affaire. Il y a aujourd'hui la question de la transmission. Il faut que cette histoire soit transmise. On le doit d'abord aux victimes, bien entendu. On a une dette qui ne sera jamais comblée, mais cette dette, elle se manifeste entre autres par la nécessité de la raconter, de la faire connaître à nos enfants. Il faut aussi la transmettre parce que cette histoire épouvantable, comme le disait Primo Levi à propos de la Shoah, puisque ça a eu lieu une fois, ça aura lieu d'autres fois. Il faut s'attendre à d'autres génocides, bien sûr, à d'autres exterminations de masse. Moi, je suis journaliste, je travaille sur le continent africain. Il y a quelques mois, j'étais au Soudan, enfin à la frontière entre le Tchad et le Soudan, et j'ai documenté des crimes contre l'humanité, contre un peuple qui s'appelle les Massalites. Ils sont aujourd'hui tués, poursuivis, en tant qu'ils sont Massalites. Donc ça continue. Nous avons une responsabilité de préparer nos enfants à ça. À leur tour, ils vont devoir non seulement affronter cela, et espérons le combattre, et mieux peut-être d'abord l'anticiper. Donc voilà, tout ça est important. Toutes ces raisons-là font, il y en a d'autres, mais je dirais les principales, font qu'il est nécessaire et indispensable pour nous de dire aux plus jeunes, voilà notre histoire, voilà votre histoire. Même si ça s'est passé à 9h ou 10h d'avion de France ou de Bruxelles, enfin de Paris ou de Bruxelles, même si c'est sur le continent africain, même si c'est en Afrique de l'Est, c'est aussi notre histoire. Et nous sommes co-responsables de cette histoire, enfin plutôt pas responsables, mais nous sommes les héritiers de cette histoire,
elle nous éclaire sur notre présent et sur demain aussi. Préparons-nous en méditant ce qui s'est passé, en l'analysant, en l'étudiant. Préparons-nous à lutter contre les autres génocides ou les autres exterminations de masse ou les autres crimes contre l'humanité qui vont nécessairement se produire dans le temps qui sera le vôtre.